Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'Info1Talks. Alors, il y a un petit paquet de temps maintenant que je n'ai pas fait de vidéo, alors c'est l'occasion de se rattraper. Tout simplement parce que c'est difficile de faire une vidéo maintenant avec tous les événements qui s'enchaînent, surtout avec aujourd'hui ce qui se passe en France vis-à-vis de la loi El Khomri, tout comme ici aux États-Unis, ce qui se passe actuellement avec la fin des primaires qui vont déterminer évidemment les candidats pour républicains et démocrates pour les prochaines élections présidentielles du mois de novembre, pour savoir qui va remplacer Barack Obama. Alors, pour revenir donc à la France, alors évidemment, je pense à tous les Français qui sont maintenant dans une situation un petit peu délicate, dans le sens où vous avez maintenant des syndicats qui sont en train finalement de faire le boulot qu'ils n'ont pas fait depuis le début, si ce n'est peut-être dans certains secteurs professionnels, mais là, de façon nationale, ils décident enfin à agir. Donc ça a bloqué des raffineries, ça bloque aussi maintenant des centrales nucléaires. Donc évidemment, ce qui déplaît considérablement au gouvernement, dont le Premier ministre, M. Manuel Valls, qui s'est très clairement exprimé sur la question, dans ce sens où, évidemment, c'est surtout la CGT qui est en première ligne, mais comme je l'ai déjà expliqué dans un post de ce blog, c'est aussi un espoir pour ce syndicat d'essayer de redorer un petit peu son image. Je tiens quand même à rappeler que ce syndicat, c'est pas très, pas très fait entendre, si ce n'est avec deux affiches sur les violences policières qui avaient fait polémique il y a de cela quelques semaines, mais on ne les avait pas trop entendus, ou très peu, sur cette loi El Khomri, si ce n'est par quelques interventions médiatiques que d'ailleurs personne ne se souvient. Sauf que là, il y a un nouveau directeur général de la CGT, qui est M. Martinez, qui a été nommé il y a très peu de temps, qui là, évidemment, a une occasion en or, déjà de se faire connaître, parce que je pense qu'avant, personne ne se souvenait ou personne ne savait qui était ce monsieur, quel était son nom et quel était son visage à la tête de ce syndicat, qui est quand même l'un des plus gros syndicats en France. Et donc c'est l'occasion pour lui de faire un petit peu la démonstration de ses capacités en tant que président, directeur général de la CGT. Enfin, on appelle ça un secrétaire général, hein, plus particulièrement. Et puis c'est surtout aussi l'occasion aussi pour ce syndicat d'essayer de redorer, donc comme je le disais, un petit peu son image. Parce que c'est vrai que dans beaucoup de secteurs professionnels, on se souviendra par exemple de Continental, on se souviendra de Goodyear, on se souviendra de certaines petites affaires qui avaient eu lieu il y a quelques années où la CGT était bien positionnée pour essayer de défendre les intérêts des salariés, confrontés à des plans sociaux, voire carrément à la faillite des sociétés. Et puis finalement, c'est les patrons qui avaient eu le dernier mot, puisque de toute façon, si une société est en faillite, on peut développer tous les plans sociaux qu'on veut, faire appel à l'État-providence pour essayer de sauver une société. Aujourd'hui, je crois que c'est quelque chose qu'il va falloir arrêter de penser. Il faut arrêter de rêver que l'État-providence, aujourd'hui, je pense qu'il a très clairement affiché la couleur et qu'il n'a pas du tout envie d'être providence. Hein. Donc, c'est l'occasion pour ce syndicat vraiment de profiter d'une situation où il est très clairement affiché que les Français sont contre cette loi. Ce qui a généré d'ailleurs Nuit debout. Hein. Nuit debout, on en a déjà parlé, on a bien vu ce que ça a donné, on a bien vu comment ça s'est transformé, hein, puisque les manifestations par la suite, il y a encore 15 jours, une semaine, malheureusement, ont été un petit peu débordées par des phénomènes dont d'ailleurs on a déjà expliqué qu'il fallait faire très attention, parce que tout type de manifestation de ce type qui forcément dérange l'establishment, ont des outils très, très efficaces pour décrédibiliser complètement les mouvements. Nuit debout, très sincèrement, l'avenir de Nuit debout, je pense qu'il va être le même que celui de ce qu'on appelait les indignés, les Occupy Wall Street. C'est-à-dire que on va attendre que la température finisse par retomber un peu, ce qui va être très l'occasion, je pense qu'à mon avis, très
très très prochainement parce que la France va entrer dans l'euro, hein, l'euro, la compétition de football. Donc là c'est pareil, ça va être un grand test pour voir véritablement à la fois les motivations des mouvements et des organisations syndicales à maintenir la contestation et voir si les Français vont suivre ou si tout va s'arrêter parce que va y avoir le football. Là ça va être vraiment le grand test. Ce qui va peut-être poser un problème d'ailleurs, parce que justement le gouvernement et les autorités ont tout intérêt à ce que ces mouvements soient, on va dire, suspendus ou arrêtés ou faire en sorte que ça s'arrête, parce que justement ils ont peur que ces mouvements finissent par perturber l'organisation de l'Euro 2016. Donc voilà, là il y a un véritable bras de fer qui va s'opérer dans les jours à venir, parce que justement la CGT fait partie de ces syndicats qui savent pertinemment que il y a un moment donné, il va falloir faire un choix, et il va falloir que les Français fassent un choix. C'est-à-dire soit commencer à prendre le large parce que veulent pas rater les matchs de football de l'Euro 2016, hein, c'est plus important que défendre ses droits, ou est-ce qu'au contraire, enfin, les Français vont comprendre que c'est leurs droits qui sont en jeu, c'est leur sécurité, c'est leurs acquis sociaux, pour lesquels il y a des gens quand même qui se sont battus pendant des décennies, et qui, voilà, je pense qu'il y a véritablement un soutien d'ailleurs que les médias ne peuvent pas cacher. Les médias essayent de décrédibiliser évidemment ces mouvements, mais ils ne peuvent pas cacher le fait qu'il y a quand même presque 6 Français sur 10 qui soutiennent les opérations, qui soutiennent les mouvements, et qui compatissent et prennent sur eux, hein, sur les conséquences que ça amène, les contraintes que ça implique à cause de ces mouvements. Donc voilà, c'est vraiment, là on va arriver à un moment charnière, parce qu'en plus derrière, évidemment, il y a les vacances d'été, hein, juillet-août, donc là c'est pareil, hein, on a eu des expériences où des mouvements contestataires qui étaient bien partis, tout d'un coup se sont effondrés, parce que il y avait les vacances, hein, les vacances c'est plus important que d'aller manifester, enfin bref, on va voir ce que ça va donner. Et il faut savoir que la situation n'est pas unique en France, puisqu'on a aussi constaté qu'en Belgique, ça commençait à bouger aussi. Parce que le gouvernement belge a pris certaines mesures, apparemment par rapport aux pensions retraite, je crois. Je ne me souviens plus exactement, mais enfin bon, ça bouge aussi à Bruxelles. Et puis aux États-Unis, là, ça devient amusant. Ça devient amusant, mais enfin, c'est amusant et pas forcément drôle. Pourquoi ? Tout simplement parce que tout ce que j'avais déjà expliqué dans une précédente vidéo et ce que j'ai expliqué dans certains posts, c'est que ce qu'on croyait acquis, finalement, ne l'est pas. Et là, aujourd'hui, on apprend que Donald Trump a apparemment suffisamment de délégués pour être légitime en tant que représentant, en tant que candidat au nom des Républicains pour l'élection présidentielle de novembre prochain. De l'autre côté, vous avez Hillary Clinton, pareil, qui elle vient je crois que c'est hier ou avant-hier, vous avez un grand jury, c'est pas un grand jury, mais vous avez une commission d'enquête, une sorte de commission d'enquête, je ne sais plus exactement le terme, qui a rendu un rapport qui prouve bien que Hillary Clinton a fait défaut sur le respect de certaines règles de sécurité en matière de mail, en matière d'information, de transfert d'informations, puisqu'elle aurait utilisé ces codes d'accès aux services et aux applications du secrétaire d'État par des outils non protégés. C'est-à-dire qu'en fait, elle a utilisé ses mobiles personnels, ses ordinateurs personnels de chez elle, pour entrer dans les systèmes de fédéraux, tout simplement, alors que ces outils n'étaient pas sécurisés. Donc ce qui est quand même une faute professionnelle, comme on pourrait appeler ça. Sauf que, bon, évidemment, les médias américains, vu que c'est Trump qui est quand même la cible, les médias américains ne s'étalent pas trop sur cette affaire des mails d'Hillary Clinton. Et il y a eu quelques sondages. Alors, évidemment, ce sont 2-3 sondages qui sont commandés par des organismes qui sont de réputation conservateur, ou plus ou moins républicains. En France, on dirait de droite.
et qui, ces sondages révèlent que, à l'élection présidentielle, le petit Trump, il a ses chances. C'est-à-dire que là, il y a quand même un rapport de force qui fait que c'est pas gagné que ce soit Hillary Clinton qui soit d'office élue. Même si on fait preuve de bon sens, même si on essaye de raisonner et d'avoir une analyse constructive sur aujourd'hui ce qui se passe ici aux États-Unis, on serait tenté de croire qu'en effet, c'est Hillary Clinton qui sera élue. Bon, sauf que le problème, c'est que les Américains, pour la majeure partie d'entre eux, se retrouvent dans une situation où, comme vous allez vous retrouver en France l'année prochaine, c'est à voter pour la peste ou le choléra. Donc, c'est ce qui commence un petit peu à inquiéter certains Américains parce qu'ils prennent conscience que chez les démocrates, enfin tout du moins la proportion d'Américains, la proportion d'électorat démocrate, il y en a quand même un sacré paquet qui ne veulent pas voter Hillary Clinton. Ils détestent Hillary Clinton, ils la considèrent comme quelqu'un qui a menti, qui a trahi, qui en plus de ça est évidemment financé par quasiment tous les lobbies financiers. Donc évidemment, quand elle tient certains discours pour essayer de capturer l'électorat, surtout l'électorat populaire, afro-américain, on n'y croit pas parce que vu ce qu'elle a derrière comme société, comme compagnie qui la finance, ce sont des sociétés qui de toute façon ont des politiques totalement à l'inverse de ce qu'elle prétend. Donc il y a une partie de cet électorat dont actuellement on n'a pas franchement d'analyse, on n'a pas franchement de chiffres très très précis pour savoir qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer avec cet électorat. Est-ce que cette partie de l'électorat démocrate va aller voter? Donc s'il ne va pas voter, en effet ça risque d'augmenter le taux d'abstention, qui à mon avis le taux d'abstention risque d'être très élevé. Et est-ce que par dépit de se voir être obligé de voter pour une candidate pour laquelle ils ne veulent pas voter, et en plus des gens qui ont été déçus par Obama, parce qu'il y en a, voir une partie de l'électorat démocrate finalement faire un vote de contestation, ce qu'on appelle le vote de contestation, c'est-à-dire voter pour le pire, comme le sont, pas seulement envers les démocrates, mais envers le paysage politique. Parce que Donald Trump, c'est ça, c'est le candidat qui peut être non pas un candidat pour lequel les gens vont voter par idéologie politique, mais un candidat parce que les gens en ont marre de s'être fait berner, de s'être fait trahir, à la fois par des démocrates que par des républicains pendant ces 30 dernières années. C'est un peu ce qui se passe en France. En France aujourd'hui, les Français sont en train d'avoir une certaine désaffection vis-à-vis de la politique. Et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'on vous présente sur un plateau d'argent le petit Macron. Petit Macron qui n'est pas issu de la politique, qui est issu de la finance. Donc voilà, on vous présente pratiquement un candidat apolitique, qui d'ailleurs se défend de n'être ni de droite ni de gauche, c'est-à-dire quasiment de faire une politique de droite en se disant social-démocrate, plutôt de gauche, mais sans l'être vraiment. Enfin bref, c'est finalement quelque chose qui rejoint ce que je dis souvent d'ailleurs dans mes posts, c'est que ça rentre vraiment dans le cadre de ce qu'on appelle la destruction du paysage politique. C'est-à-dire complètement détruire la crédibilité du paysage politique dans les pays, pour pousser finalement les gens à se dire peut-être qu'il y a une alternative, c'est tout simplement de mettre non plus des gens issus de la politique, issus des partis politiques, mais des gens issus de la société civile, c'est-à-dire des gens peut-être issus du privé, mais avec des partis mais qui ne correspondent à ni ce que je dirais des partis non partisans, on va dire. Ce qu'à la limite Trump est un milliardaire, il n'est pas d'origine politique, c'est un businessman, c'est un personnage. C'est un personnage qui évidemment est très décrié par son comportement, par des fois son élocution, son vocabulaire, son narcissisme. Mais évidemment, quand on se présente aux élections présidentielles américaines, il faut forcément avoir une étiquette, donc il s'est mis en étiquette républicaine. Mais quand on gratte un petit peu et quand on fait un petit peu l'état de sa carrière en tant que businessman, mais aussi surtout et sur ses relations avec les politiques,
on se rend compte qu'il y a quelque chose qui cloche, et qu'on se dit que la limite, en effet, peut-être que le personnage était idéal pour finalement pousser les gens à aller voter Hillary Clinton, sauf que comme je l'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo, les fameux stratèges, à mon avis, ont été trop confiants sur, un, la notoriété de Hillary Clinton, et deux, sur, justement, le personnage, on va dire un peu nauséabond, même si je trouve que le terme est un peu exagéré, mais qui finalement va finir par séduire un électorat complètement désabusé, un électorat qui en a marre des politiques, qui en a marre des clivages politiques, qui en a marre des beaux discours et des sourires ultra-bright, comme on les appelle, pour tout simplement se diriger vers un candidat qui n'est pas d'origine politique, mais qui est d'origine un businessman, et qui évidemment jongle énormément sur des sentiments très nationalistes, très patriotiques, très populistes, ce qui d'ailleurs fonctionne très bien auprès d'une certaine catégorie de la population américaine, qui a un éventail qui n'est pas très spécifique à une population, on va dire un petit peu ce qu'on appellerait la population bas de plafond, mais on se rend compte très rapidement dans certains reportages, et souvent des reportages d'ailleurs qui sont issus de télévision ou de réseaux internet indépendants ou étrangers aux médias américains, c'est qu'on se rend compte que dans cet électorat, il y a quand même des gens qui ne sont pas idiots. C'est des gens intelligents, c'est des gens avec des statuts sociaux élevés, etc. Mais voilà, qui sont désabusés, qui ont marre de la politique. Et c'est d'ailleurs ce qui risque de se passer aussi en France. C'est-à-dire qu'un électorat que l'on croyait être acquis à la gauche, plus particulièrement dans la classe ouvrière, finalement risque de se retourner contre ceux qui les ont trahis. Et la preuve encore plus avec ce gouvernement de M. Valls et cette loi El Khomri, qui finalement va alimenter, oui, forcément, l'électorat FN. Ce qui actuellement certains essayent de récupérer, c'est évidemment ceux qui ont l'intention d'aller concourir à l'élection présidentielle de 2017, parce qu'ils savent de toute façon que c'est quasi certain que Marine Le Pen sera au deuxième tour. Donc ça veut dire que si la politique qu'on a toujours appliquée dans ces cas de situation, c'est-à-dire le fameux vote barrage qu'on va inciter les Français à faire, c'est-à-dire à voter contre Marine Le Pen, forcément c'est l'autre candidat qui va en bénéficier. C'est exactement ce qui s'est passé en 2012. Je pense qu'il y a la majorité des Français qui ont voté contre Nicolas Sarkozy, qui n'ont pas voté pour François Hollande. Ils ont voté François Hollande par dépit, parce qu'il n'y avait personne d'autre. Donc ils le savent tous dans le paysage politique français, ils le savent tous que celui qui sera en face de Marine Le Pen au deuxième tour, il a des chances de gagner. Donc évidemment, on mise sur Juppé, là vous avez Macron, vous aurez certainement Mélenchon, Fillon, Sarkozy, Juppé, je l'ai déjà dit, même des gens qui sont complètement décrédibilisés aux yeux des Français, mais qui vont quand même vouloir y aller, je me souviens plus de son nom, mince, celui qui a été impliqué dans les affaires de financement de l'UMP, Copé, voilà, je cherchais le nom. Donc Copé va certainement vouloir y aller, puisque actuellement apparemment il cherche justement des investisseurs et des partenaires pour légitimer sa candidature. Donc vous allez avoir des tas de... Chez les socialistes, alors, du côté de la gauche, pour l'instant, c'est un petit peu la guéguerre entre les frontistes et les supporters de Hollande. On sait qu'il y a Montebourg qui va vouloir certainement y aller. Peut-être y avoir peut-être un ou deux, trois ténors. Aubry, on a un petit peu des doutes, on ne sait pas trop pour l'instant, du côté de la gauche, qui a l'intention d'essayer d'aller en face. Parce que le problème, c'est que la gauche voulait faire des primaires, mais le fait que François Hollande, apparemment, est bien parti pour vouloir se représenter, ce qui déjà est une chose impensable, avec la notoriété qu'il a, c'est incroyable, quoi. C'est ce qui prouve le décalage énorme, jusqu'à aller essayer de nous développer une stratégie de communication pour dire « Ah, mais ça va mieux ».
Oui, vachement, ça va mieux. Ça, je pense que tous les Français se rendent compte que ça va mieux. Donc voilà, il y a un véritable décalage politique. Donc c'est pour cette raison que très souvent, dans mes posts, je pose toujours la question, je dis, mais il faut toujours réfléchir à qui profite le crime. Parce que des énormités, des non-sens aussi évidents, ça cache quelque chose. Je veux dire, ces gens-là ne sont pas des gens qui sont arrivés parce qu'ils ont gagné leur poste ou leur fonction dans une pochette surprise. C'est des gens qui ont quand même certainement des compétences, des connaissances, etc. Ou alors c'est qu'on est vraiment dirigé par des gens totalement incompétents, ou qu'on a laissé aller des gens totalement incompétents et qui aujourd'hui sont en train de complètement détruire la France. Donc dans ce cas-là, moi je suis désolé, mais il serait peut-être temps de faire une révolution. Et de ce fait, on s'en rend compte encore plus quand on est en train tout simplement d'essayer d'utiliser l'outil de la police. Les policiers ils font leur travail, c'est des fonctionnaires de maintien de l'ordre. Sauf qu'évidemment, on jongle sur la violence policière, mais les violences policières, il y en a toujours eu, je veux dire, dans tous les côtés, que ce soit du côté des manifestants ou du côté de la police, il y a toujours eu des individus, il y a toujours eu des gens qui, à un moment donné, vont être borderline, ou vont complètement dépasser les limites, dépasser les bornes, et vont commettre l'irréparable. Ça fait partie du jeu, mais on est en train de vous expliquer que c'est pas normal, que mais c'est la vie. Vous savez, c'est un peu comme un match de foot, quand vous voyez le scandale que ça a fait parce que y a des supporters pendant le match de football, le dernier match de football entre l'OM et le PSG, il y en a qui ont fait de la détérioration dans les tribunes. Je suis désolé, quand on organise un match de foot entre l'OM et le PSG, il ne faut pas s'attendre à ce qu'on ait des bisounours dans les tribunes. On le sait que c'est ce genre de matchs qui sont des matchs à risque. Bon, quand il y a des manifestations de cette ampleur, en face, vous avez des policiers, vous avez des CRS, ce sont des agents de maintien de l'ordre, ils sont là pour maintenir l'ordre, ils ne sont pas là pour venir la fleur au fusil et jouer les bisounours. Tout comme de l'autre côté, on sait pertinemment que de toute façon, quand des manifestations commencent à prendre une certaine ampleur et commencent à prendre une certaine importance, une certaine légitimité aux yeux surtout des Français, on fera tout pour les décrédibiliser. Donc on enverra soit des policiers en civil missionnés pour faire un petit peu de casse et puis pousser un petit peu, alimenter, mettre de l'huile sur le feu pour pousser les surexcités à dépasser les limites pour justement devenir des casseurs. Alors c'est encore plus vrai quand là on se sert de l'outil, ce que j'appellerais l'outil Antifa. Ces petits jeunes qui se sont fait laver le cerveau, soi-disant les guerriers antifascistes, sauf qu'en étant des guerriers antifascistes, ils ne se rendent pas compte qu'ils ont adopté les mêmes méthodes que les fascistes. Donc finalement ce sont des fascistes mais à l'inverse. Donc voilà, on est dans une situation où là tout part à volo, tout part dans tous les sens, et il y a des risques. Et les risques, les risques, c'est ça, c'est de se voir soit tout d'un coup tout va retomber parce qu'on va compter justement sur l'individualisme, l'esprit consumériste, l'indifférence de la majorité des gens pour finalement faire tomber des mouvements qui pourtant peuvent tenir et peuvent faire fléchir la situation. Mais comme je le dis, là, ça va être dans les jours à venir. On va voir comment ça va tourner, on va voir ce qui va se passer. Mais si jamais, lorsque l'Euro 2016 va commencer et que tout d'un coup les mouvements vont s'effondrer et que il y aura peut-être encore quelques manifestations, on va laisser sur la place de la Nation, place de la République, les nuits debout, histoire de dire, vous voyez, on ne fait pas de la censure, on ne fait pas de la répression, il y a de l'expression, etc. Mais au final, ça n'avancera rien, et la loi El Khomri passera. Sauf que si la loi El Khomri passe, écoute, je ne sais pas si vous regardez cette vidéo-là, si vous êtes salarié, mais vous allez la sentir passer. Vous le sentez passer déjà, sans vous rendre compte peut-être que vos conventions collectives depuis quelques années ont été bidouillées, modifiées pour vous, pas retirer des droits, mais changer l'interprétation de l'application de vos droits. C'est parce que la loi El Khomri, c'est ça. C'est que la loi El Khomri, malheureusement, il y a pas mal de vidéos où on dit oui, on vous supprime vos droits, etc. Non, on ne vous supprime pas des droits. Il y a quelques droits qui sont modifiés, il y a quelques conditions qui ont été modifiées, mais vos droits restent les mêmes.
À la seule différence, c'est que avant la loi El Khomri, vous aviez le droit, alors qu'après la loi El Khomri, eh bien, vous n'aurez le droit que si votre patron est d'accord. C'est-à-dire que c'est votre patron, finalement, qui vous décidera si vous donnez le droit, d'avoir le droit d'accéder à ces droits. Vous voyez, voilà, elle est là, la subtilité. Prendre l'exemple de ce qu'avait fait, prendre l'exemple de ce qu'avait donné Philoche, qui mérite aujourd'hui véritablement d'être entendu, parce que c'est certainement peut-être le dernier homme politique véritablement de gauche et social qui s'exprime avec tout son cœur, et on le sent d'ailleurs. C'est que, par exemple, si aujourd'hui, lorsque votre conjoint décède, vous avez le droit à 3 jours. Et ces 3 jours, vous avez le droit de les prendre quand vous voulez. C'est-à-dire que le patron ne peut pas s'opposer à ce que vous preniez vos 3 jours. Avec la loi El Khomri, le patron, c'est lui qui dira c'est lui qui décidera de vous les donner ou pas. C'est-à-dire qu'il vous dira, vous avez le droit, vous avez un droit d'avoir 3 jours, mais par contre, si vous décidez de les prendre cette semaine, mais non, cette semaine, c'est pas possible. Si vous avez l'enterrement cette semaine, vous pouvez y aller, mais par contre, vous revenez. Là, évidemment, on caricature, on extrémise la situation, mais ça va être ça. Hein, déjà aujourd'hui, vous avez le droit à prendre 3 semaines, vous avez le droit de prendre, je ne sais plus combien, c'est 21 jours, je crois, 21 jours. 21 jours, ça fait 3 semaines, enfin bon bref, les fameuses 3 semaines que vous avez le droit pendant les périodes estivales. Déjà aujourd'hui, je suis persuadé que beaucoup d'entre vous ne peuvent pas prendre 3 semaines. Ils ne peuvent pas prendre 3 semaines, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de personnel. Parce que vous avez des collègues qui ont des familles, donc qui sont prioritaires. Parce que vous avez des collègues qui sont des binationaux, et qu'en tant que binationaux, ou peut-être étrangers, ont le bénéfice de pouvoir prendre, eux, leurs 5 semaines. Donc évidemment, 5 semaines sur 2 mois, ça fait déjà un grand vide. Et comme les entreprises veulent éviter de remplacer, et veulent essayer de faire tourner la machine avec peut-être un quart, voire la moitié du personnel, peut-être quelques temps partiels pour compenser les absences, eh bien malheureusement, au niveau de la gestion des ressources humaines, la priorité, c'est d'éviter que les gens prennent 3 semaines. À la limite, vous prenez 2 semaines, et puis vous reprendrez peut-être 1 semaine, mois de septembre, etc. Sauf qu'évidemment, tout le monde veut soit le mois de juillet, le mois d'août. Sauf que le problème, c'est qu'aujourd'hui, ça fait déjà quelques années que vous avez beaucoup de salariés qui ne peuvent plus prendre juillet ou août, qui prennent juin, mai ou septembre ou octobre. Donc voilà, et la loi El Khomri va empirer cette situation. C'est-à-dire que bientôt, le patron va pouvoir avoir le droit de vous faire prendre vos 3 semaines, mais 1 semaine au mois de juin, peut-être 1 semaine au juillet, puis 1 semaine au mois de septembre. Donc du coup, voilà, vous ne pourrez plus prendre vos 3 semaines. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres exemples. C'est comme les licenciements, on veut plafonner le montant des licenciements. Donc évidemment, les entreprises qui jusqu'à présent n'avaient pas le moyen ou n'avaient pas trouvé la volonté ni le courage de licencier des gens dont ils n'avaient plus besoin ou parce qu'ils en ont marre, voire peut-être des personnes qui commencent déjà à avoir une certaine bouteille dans l'entreprise qui commence à coûter cher parce que ce sont des gens qui ont eu le bénéfice des primes d'ancienneté, etc. Donc qui coûtent cher en charge. Demain, après la loi El Khomri, ils vont pouvoir faire un calcul des indemnités plafonnées et pouvoir les virer. Raison économique. C'est-à-dire que la raison économique, c'est-à-dire que s'il manque par rapport au bilan de l'année dernière 1 centime, on va dire, voilà, oui, il nous manque 1 centime par rapport à notre bilan, donc on est en difficulté financière, donc on n'a pas atteint notre objectif, donc on est en situation de restructuration économique, donc on a besoin d'alléger notre masse salariale. Donc on va pouvoir virer des gens qu'on ne pouvait pas virer avant. Voilà, ça va être un peu ça. Donc ça, faut bien prendre conscience que tous les gens qui sont salariés aujourd'hui dans les entreprises vont forcément être concernés par ça. Donc ils sont aujourd'hui, j'espère, tous conscients que les mouvements qui sont en train de monter, alors peut-être qu'ils vont bloquer le pays, et c'est peut-être la seule solution aujourd'hui de faire céder le gouvernement, parce que ça va générer évidemment des pertes économiques. Il y a déjà, j'ai vu en Auvergne, vous avez ce qu'on appelle une plateforme logistique
qui va impacter évidemment l'activité économique à peu près d'une 130 supermarchés et grandes surfaces. Donc voilà, c'est déjà l'essence. Hein. Vous avez déjà des pénuries dans certains coins. C'est pas encore global, mais et ce qui est encore plus important actuellement, c'est que la France est en train d'attaquer ses stocks de réserves. Vous savez que chaque pays, en cas de crise quelconque, hein, a des réserves pour pouvoir continuer à faire tourner l'économie. Or là, si on commence à attaquer les réserves, en effet, il y a un moment donné où le gouvernement va être obligé de prendre une décision, c'est soit de céder ou soit de réprimer. Là, si le gouvernement réprime, c'est clair que c'est déjà arrivé avant, hein. Il y a eu de la répression, et malheureusement, les Français n'ont pas bougé. Hein. Et finalement, je ne veux pas être vulgaire, mais c'est tout comme. Donc voilà, vous voyez, actuellement la situation est très 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 délicate. Elle est délicate en France, elle est délicate en Belgique, elle devient délicate aussi en Grèce. Ou en Grèce aussi, là, la réforme qui va demander encore des baisses de pension-retraite de 15 à 45% suivant les secteurs concernés, ne passe très très mal. Je ne parle même pas de l'Autriche qui a failli avoir un gouvernement nationaliste. On a, faut savoir, très peu de médias en parlent, mais il y a certaines informations qui relatent qu'apparemment il y aurait eu peut-être des magouilles au niveau des listes électorales, c'est-à-dire des gens qui ont été réintégrés, enfin... C'est un petit peu bidon, mais ça n'empêche pas que les écologistes, les Verts, sont vraiment passés à un cheveu devant les nationalistes. Parlons pas de la Pologne qui commence à être un petit peu le poil à gratter de l'Union européenne parce que fait machine arrière sur pas mal d'acquis. Et puis évidemment le Brexit anglais. Hein, le Brexit, là... on sent bien qu'il y a une tension, on sent bien que derrière, il y a vraiment une grosse pression pour que, à la limite, si le référendum, on va peut-être pas l'arrêter, on va peut-être pas le supprimer, on va peut-être l'annuler, parce que vous comprenez, c'est ridicule, ça sert à rien. Donc voilà, c'est assez intéressant. Sachant que, évidemment, comme je le disais tout à l'heure, il y a les vacances qui arrivent, et qu'en règle générale, les vacances, c'est toujours les 2 mois pendant lesquels les gouvernements vont pouvoir respirer, parce qu'évidemment, pendant ce temps-là, l'activité économique est un petit peu... enfin, pas l'activité économique, mais l'activité sociale est à l'arrêt, hein, on va dire. De toute façon, faut dire les choses telles qu'elles sont. Et donc, finalement... ça peut être aussi, c'est souvent parfois la période où parfois les gouvernements font passer en catimini certaines petites lois que personne n'entend parler, puis tout d'un coup au mois de septembre, paf, ça vous tombe sur le coin de la figure en disant mais attendez, vous n'avez pas le droit. Mais si, mais on a le droit. Cet été, vous avez le décret qui a été voté par l'Assemblée nationale en date du 16 juillet. Vous n'étiez pas au courant? Il faut suivre. Voilà, ça se passe comme ça. Hein. C'est toujours été comme ça. Et oui, le petit détail justement pour vous qui êtes salariés, je vais juste terminer la vidéo sur ce petit point-là, c'est pourquoi l'usage du 49.3. L'usage du 49.3, c'est pas seulement parce que la loi était très contestée au niveau des parlements, mais tout simplement parce que Manuel Valls a tout intérêt à ce que la loi soit votée, soit adoptée le plus rapidement possible. Pourquoi? Simplement parce que si la loi est votée le plus rapidement possible, c'est-à-dire au moins peut-être avant la fin juin, hein, c'est-à-dire que ça va permettre déjà dans vos entreprises, des entreprises qui ont ce qu'on appelle les renégociations annuelles. C'est-à-dire vos conventions collectives, chaque année, il y a des négociations avec les partenaires sociaux et les patrons pour peut-être apporter des modifications sur des statuts, sur des textes, sur des règlements, etc. Et donc c'était pour ça que la loi devait impérativement être votée le plus rapidement possible. Sauf que malheureusement, évidemment, il y a eu débat, il y a eu lecture au Parlement, ça fait voilà, tout l'historique maintenant, on le connaît. Ce qui va poser un problème dans les entreprises, parce qu'il y a certains patrons qui voulaient déjà commencer, tout simplement, en ayant la garantie que la loi était passée, ils
peuvent pas mettre en application, parce qu'évidemment il y a un délai après l'enregistrement du journal officiel, etc. Donc la loi, si elle passe, sera vraiment effective qu'à partir de l'année prochaine. Mais déjà, vous avez dans certaines entreprises des patrons qui ont passé des consignes à leurs responsables des ressources humaines pour commencer déjà à modifier, à adapter les conventions collectives à ce qui va être les futures lois. Donc, si vous êtes salarié d'une entreprise, rapprochez-vous de vos délégués du personnel, rapprochez-vous de vos syndicats, discutez avec eux sur les renégociations des conventions collectives, qu'est-ce qui a été discuté, qu'est-ce qui pourra être modifié, etc. C'est très important pour ce que vous preniez conscience véritablement de l'impact que ça risque d'avoir au niveau de votre travail. Parce qu'il va y avoir forcément des changements radicaux. Et que dans ce cas-là, il faut éviter de jouer le perso, genre je veux me protéger parce que je suis copain avec le directeur des ressources humaines, etc. Donc moi je suis... Non, parce que là, de toute façon, vous n'êtes plus suffisamment... je ne connais pas une entreprise en France où il n'y a pas des sous-effectifs. Je ne connais pas une entreprise en France où il y a des problèmes d'infrastructure. Je ne connais pas une entreprise où il y a des dysfonctionnements au niveau organisationnel, au niveau productivité, etc. Donc forcément, tout va être impacté. Donc ça, c'est très important. Informez-vous auprès de vos délégués du personnel, informez-vous auprès des syndicats, ou informez-vous auprès des gens qui sont syndiqués et qui ont un contact avec des syndicats nationaux ou des cellules interprofessionnelles pour savoir ce qui se passe au niveau des renégociations annuelles des conventions collectives internes d'entreprise. Ça, c'est très important pour que vous preniez conscience véritablement de ce qui risque de vous tomber sur le coin de la cafetière. Voilà, c'était tout. C'est tout pour aujourd'hui. Prochaine vidéo, je ne sais pas encore quand, on verra. Mais d'ici là, suivez le blog, soyez toujours plus nombreux. Nous avons atteint les 2000 articles, on a dépassé donc les 2000 articles, et vous êtes de plus en plus nombreux puisque j'ai aujourd'hui une fréquence qui varie entre 50 à 100 visites par jour. Si ça continue à augmenter, certainement que le serveur va commencer à me proposer éventuellement de vendre de l'espace banner, mais pour l'instant non, je ne veux pas gagner d'argent avec ce blog, je n'en gagne pas, je fais tout gratuitement, ça prend du temps, mais pour l'instant j'en ai un petit peu, donc j'en profite, et écoutez, à très bientôt, et puis n'hésitez pas à poser vos questions, n'hésitez pas à faire vos propositions si vous voulez à cette adresse là qui s'affiche là en bas, l'adresse email, écrivez, n'hésitez pas à laisser vos commentaires et rendez-vous la prochaine fois et continuez à suivre l'actualité, pas seulement française, suivez l'actualité un petit peu internationale parce que tout est lié, là juste avant de terminer, je viens juste d'y penser, le pétrole, suivez le pétrole, parce que le pétrole était bien parti pour remonter à 50$. Or là, il se trouve que les Iraniens ont décidé de ne pas plafonner leur production, et donc le baril est en train vraiment difficilement d'essayer de rester en dessous de la barre des 50, mais il y a peut-être une chance que ça risque de rechuter. Et puis le deuxième truc, c'est vite les Chinois avec le yuan. Attention, le yuan est aujourd'hui une monnaie internationalement reconnue au même titre que le dollar, l'euro et la livre sterling et le yen. Donc aujourd'hui les Chinois vont faire énormément de pression pour commercer en yuan, ce qui va évidemment pour objectif d'effriter le dollar et surtout au niveau du pétrole, parce que les Chinois ont passé un accord très important avec les Russes et ils payent leur pétrole aux Russes en yuan et non pas en pétrodollar. Donc le pétrodollar est actuellement attaqué de toutes parts. Donc suivez bien tout ça parce que ça va certainement avoir peut-être des répercussions. Peut-être cet été, il y a peut-être des risques. Donc voilà. Ça y est, j'ai fini. À bientôt, à la prochaine. Merci de votre fidélité. Au revoir.